Bien, CM19 de MDE, la complexité du métier, une conduite de la classe efficace. Le sujet qui est en lien ici, c'est que le professeur doit savoir conduire la classe. Et on vous pose la question, quelle proposition feriez-vous pour répondre à cette mission en éducation physique et sportive aujourd'hui? Alors pour introduire le thème, on peut citer Chantal Amadesco en 2006, suite à une observation faite en ZEP. Elle observe qu'en ZEP, dans un souci de contrôle des élèves, d'une régulation individualisée, l'enseignant utilise un très grand nombre d'interventions verbales. Elle justifie en disant qu'il y a déjà un souci de contrôle des élèves, et elle précise enfin, en ZEP, on utilise 5 fois plus d'interventions verbales, ce qui laisse peu d'autonomie aux élèves. L'hypothèse qu'il y a derrière, dit-elle, c'est un souci de contrôle. Deuxièmement, une plus grande difficulté de compréhension de ces élèves-là. Et troisièmement, la nécessité de mettre en place des routines nécessaires en ZEP pour rappeler les consignes, rappel à l'ordre, pour prévenir les comportements déviants. Alors face au caractère imprévisible des situations de classe, des auteurs ont travaillé plus précisément sur le fonctionnement des enseignants en classe. Et en particulier, Marc Durand, en 2001, a produit un bouquin qui s'appelle Chronomètre et survêtement. Ici, il est écrit le témoignage très bref d'une enseignante. Ce n'est pas très précis, mais il y a un moment où je sens qu'il faut que je revienne près des élèves. Tu vois, il y en a qui ont déjà fini et ils commencent à mettre la pagaille. Donc je vous invite à consulter cet ouvrage parce que c'est une mine de témoignages de ce type. Alors, créer les conditions d'un développement et d'une continuité des apprentissages en vue d'éduquer nous oblige à passer par un contexte qui fait référence au temps, qui fait référence aux espaces de travail et qui fait référence aux apprentissages. Ainsi, concernant le temps, le temps des apprentissages moteurs est minoritaire. Déplacement, vestiaire, installation, rangement, maintenir l'ordre. Le volume horaire est contraint par les exigences fortes des programmes en plus, et les conditions de réelle production motrice efficace demandent du temps. Se préparer, s'organiser, s'échauffer, se concentrer, répéter. L'enseignant consacre un temps effectif à chacun très faible. Le temps de la leçon doit se réaliser dans le souvenir des séances précédentes et produire des traces pour la suite. L'espace utilisé en EPS, quant à lui, est d'abord scolaire, sportif, de loisirs. Donc cet environnement devra être pensé pour des conditions d'un usage pédagogique pour l'EPS. Il va falloir bricoler. Pour être compris et assumé, bien utiliser, les élèves doivent apprendre à l'organiser cet espace, le réguler, d'où l'importance des rôles sociaux. Et enfin, ici, dans l'espace, il y a l'aménagement de l'espace qui est accompagné de consignes parfois écrites pour garder trace et faire foi, pour sécuriser, pour responsabiliser les élèves. Il faudra aussi penser les contextes d'apprentissage. L'apprentissage nécessite une adhésion, un effort. L'enseignant se doit de mettre en place un climat de sécurité, de sérénité, une confiance propice à cela. Ici, l'enseignant doit construire progressivement les conditions de l'autonomie. L'enseignant doit aider au passage de régulation externe à interne, proprioceptive. Alors, conduire efficacement la classe. Qu'entend-on par conduire? Si on veut définir ce terme, conduire, c'est guider, c'est donner une orientation, c'est tracer un itinéraire. Mais conduire, c'est aussi maîtriser. Et en EPS, ce travail est spécifique. Le temps, l'espace, les apprentissages sont envisagés de manière singulière et stratégique par rapport aux autres disciplines. Carole Sèvres, en 2014, nous dit « Dans certains cas, l'activité des élèves peut sembler limpide aux enseignants et être référée à des cas typiques déjà rencontrés pour lesquels ils disposent de remédiation déjà éprouvée. Par contre, dans d'autres cas, l'activité des élèves possède un caractère énigmatique et nécessite des enseignants une véritable enquête de manière à comprendre les difficultés d'apprentissage des élèves. » Alors ici, dans un premier temps, nous allons aborder, en premier chapitre, les conditions didactiques d'une bonne conduite de classe qui résident par hypothèse dans le choix de bons contenus. 5 grands principes d'efficience de cette conduite vont être abordés. Ici, il s'agit de placer l'élève devant un problème pertinent en regard d'évolution positive au sein de l'APS concernée. Il faut que le problème devienne sien. Il faut que les solutions se traduisent en compétences. Il faut que l'enseignant mette cela en œuvre au sein d'une démarche globale. Par exemple, un athlète ici, le principe d'efficience en son longueur. Le critère 1, ça sera un élan précis et accéléré.
Deuxièmement, une attitude de montée de marche lors de l'impulsion. Troisièmement, une action sur la trajectoire. Il y a aussi à agir du côté de la recherche des réponses typiques des élèves par rapport aux problèmes posés. Il y a souvent une référence de conduite hiérarchisée qui est présent dans l'APS qui va nous aider, une compréhension des règles d'action mobilisées par l'élève et des axes à choisir par rapport à ces conduites typiques. Par exemple, courir vite en franchissant des haies de manière efficace pour réduire la durée de suspension. C'est ici, en citant Brunner, être attentif aux apprenants. Un troisième principe didactique sera de rechercher dans les programmes le problème le plus adapté à l'évolution de ou des élèves. Ainsi, au cycle central, concernant le non-porteur de balle en sport collectif, on va nous demander d'exploiter le jeu direct et indirect, ce qui nous amène à travailler sur des indices du jeu rapide ou assuré, maîtriser les solutions pour exploiter les espaces libres. Alors, un quatrième principe didactique consisterait à dire voilà, il y a une démarche de travail par rapport au contenu technique et tactique à apprendre. Premièrement, il faudra essayer de confronter l'élève au principe d'efficience qui lui correspond le plus. Donc, il est question des niveaux ici. Lui faire deuxièmement chercher, découvrir les critères par rapport au but, par rapport aux critères de réalisation qu'il devra faire apparaître. Le faire travailler aussi sur des règles adaptées par rapport à ses ressources, sa morphologie, son tempérament. Donc ici, compliqué, faire passer d'une technique de base, voire commune, à une technique plus personnalisée. Il sera question ici de singulariser sa façon de marquer. Le cinquième principe didactique qu'il faudra prendre en compte, c'est une démarche globale dans la classe dans laquelle s'inscrit le contenu à s'approprier. Ici, il est question des deux CDR que vous connaissez parfaitement maintenant, le CDR didactique d'abord, et puis ensuite le CDR pédagogique. Alors ils sont illustrés ici en badminton, autour de tactiques variées à rechercher, dont l'objectif est particulièrement de construire l'espace arrière. Ces CDR fonctionnent en même temps, et dans le processus du cycle d'enseignement, et représentent le meilleur compromis entre motivation à agir, apprendre, réfléchir pour transférer. Alors, si on veut insister un petit peu sur ces deux CDR, le CDR didactique est un dispositif phasé, Marcenac nous en parle déjà en 92, et il s'appuie sur une logique culturelle et vise adhésion et apprentissage. Hein. Une situation large, on met en évidence les problèmes, on les travaille en décontextualisant, on résout et on replace ça dans une situation identique à la première pour vérifier. Le deuxième est un dispositif phasé aussi, selon Mérieux et Dévelet, et il est appelé pédagogique car il s'appuie sur une logique éducative et vise surtout apprentissage et le transfert. Ce CDR est en lien avec la réflexion que l'élève doit mener sur les actions pour trouver seul les conditions propices pour utiliser ce qu'il apprend. Alors, pour résumer les 5 principes didactiques de ce premier chapitre, il va falloir rechercher les principes d'efficience, premièrement. Deuxièmement, rechercher des réponses typiques. Troisièmement, rechercher dans les programmes par rapport au niveau de développement des élèves. Quatrièmement, penser une démarche appuyant sur des contenus techniques et tactiques. Et enfin, avoir une démarche globale dans la classe, dont ces CDR dont on vient de parler. Dans un deuxième temps, il faut essayer de se pencher sur les conditions pédagogiques d'une bonne conduite de classe qui réside dans la prise en compte des groupes et de l'aménagement du milieu. Ici, dans ce chapitre, il nous faut montrer comment, grâce au groupe et à l'aménagement matériel du milieu, vous développez l'autonomie pour apprendre. Il est clairement fait référence aux travaux ici de Marc Durand dans son ouvrage Chronomètre et survêtement. Alors, les conditions pédagogiques d'une conduite de classe s'appuie en particulier sur les habitudes et les routines, les rites qui sont à mettre en place dans la leçon. Plus précisément, il y a des codes dans chaque activité physique qui apportent transparence et objective. Deuxièmement, il y a des règles de vie qui sont des mémoires, là aussi des rites. Les règles d'installation et de rangement qui sont aussi des mémoires et des rites de fonctionnement. Hein. Les principes d'échauffement qui sont encore des mémoires et des rites. Les objets qui sont là pour amplifier des intentions éducatives et aussi pour sécuriser bien souvent. Des objets aussi pour délimiter les espaces et puis des objets aussi pour valider une réussite. Ce sont des médias qui apportent une lecture en direct de la réussite ou de l'échec de l'élève.
Alors pédagogiquement, on a aussi à jouer sur les groupes et ces formes de groupement. Hein, on a déjà parlé précédemment dans un autre CM. Les formes de groupement sont diverses. Il y a des groupes de besoins, des groupes affinitaires, de production, de niveau, des groupes hétérogènes. Donc ici, on va essayer d'utiliser 2 ou 3 formes de groupe pour construire le sentiment d'appartenance à quelque chose. Et puis on va jouer, on va balancer entre les avantages et les inconvénients de chaque forme de groupe. Euh, comme on l'a indiqué dans le CM18 précédemment. Mettre chaque groupe de référence dans une dynamique de projet aussi, c'est important. Des buts communs, des choix de recherche, des rôles sociaux. On va valoriser aussi la collaboration et les savoir-faire sociaux au sein des tâches d'évaluation. L'évaluation les tâches d'évaluation sont des moments de reconnaissance par rapport au groupe. Donner et utiliser un support écrit et schématique pour relever les résultats et estimations, pour favoriser des confrontations de points de vue. Donc il s'y joue plein de choses importantes dans ces groupes et on saura les exploiter en permanence. Donc ici, 6 principes pédagogiques liés aux formes de groupement. Premièrement, c'est une aide à la mémoire, le groupe. C'est aussi une entraide, ça va valoriser les savoir-faire sociaux et rendre les élèves responsables. Ça aide à plus d'autonomie par rapport à un projet. Ça motive d'être en groupe. Ça fédère, ça rassemble aussi, c'est un aspect important. Et puis aussi, c'est un moyen d'apport de feedback et d'échange et d'expression d'une forme de langage autour des pratiques sportives et des pratiques corporelles. Alors, parmi les outils qu'utilise l'enseignant d'EPS, il y a aussi tous les objets à sa disposition dans chacune des APS. Les outils qui prolongent et concrétisent les intentions éducatives du professeur, nous dit Marc Durand en 2001. Dans les principes pédagogiques liés au rôle de l'aménagement du milieu, les objets ont des fonctions particulières. Ils amplifient, ils concrétisent, ils balisent, ils simplifient, ils définissent des espaces, ils orientent la circulation, ils rendent plus objectifs aussi. Et donc c'est à la fois des inducteurs, des éléments facilitants et des éléments d'adhésion. Alors, pour parler des objets encore un petit peu, en résumé, ces objets contraignent. Donc on vient de le dire, ils limitent, ils imposent, ils interdisent, d'une part. 2 cas de figure. D'un côté, ils ont fonction d'obligation, et là, ils sont là pour prescrire. Ou inversement, ils ont fonction d'interdiction. C'est une barrière, et là, ils sont là pour proscrire. Alors s'ils contraignent, ils sont aussi d'autre part des ressources, c'est-à-dire des aides. Ils contribuent à la réussite de l'action. D'une part, ils peuvent être des aides, donc on vient de le dire, ou alors ils sont des sortes de prothèses, de béquilles pour parvenir à franchir l'obstacle. Il me semble qu'il serait intéressant d'apporter une petite nuance par rapport aux bénéfices qu'apportent ces objets pour aider l'élève à être plus autonome. Et ici, il faudrait mettre une réserve quant à l'injonction d'autonomie quand on conduit une classe. Nos élèves ne sont pas tous égaux dans la capacité de chacun à se confronter à cet idéal d'autonomie prôné par la mise en perspective, la mise en projet dont on vous parle souvent. Hein. Il n'y a-t-il pas rien de plus contraignant que cette injonction généralisée à l'autonomie qui, paradoxalement, semble à première vue s'opposer à toute forme de dépendance et de contrainte. Alors on vient de parler de principes pédagogiques et antérieurement nous avons parlé de principes didactiques. Pour conduire la classe, cet assemblage qui existe entre ce champ didactique et ce champ pédagogique est étroitement lié au rôle de l'enseignant à travers la qualité de sa médiation. Et c'est ce que nous allons aborder maintenant. Il sera question ici des fonctions du discours et des principes qui sont derrière ce discours de l'enseignant. Alors, lors de votre stage en établissement, vous avez dû vous rendre compte du temps passé en parole et l'impatience manifestée bien souvent par votre tuteur conseiller pédagogique pour voir sa classe enfin en activité. Vous savez que le temps réel de l'activité motrice d'un élève est bien faible en proportion de la durée de la séance. Ainsi, la forme du discours doit être précise et concise. La teneur du discours a une fonction de compréhension, d'adhésion et d'organisation de l'activité à venir. Alors plus précisément, ce discours porte sur vos objectifs, sur les buts qui devront être visés, sur les rôles assignés aux élèves, sur l'organisation des circulations, les regroupements, sur l'organisation des rencontres.
C'est à ce niveau que l'enseignant novice rencontrera des problèmes de précision et de concision qui feront que son discours sera relativement long à mettre en place. L'expert, lui, pour traduire ses objectifs, but, rôle et circulation, saura exploiter stratégiquement les espaces, les objets, un banc pour localiser un regroupement, des affiches type cible pour rendre lisible le résultat. Il fixera des temps de fonctionnement. Il aura le chrono en main. Il saura surtout mettre en place de précieuses routines qui vont contribuer à fluidifier le fonctionnement de la classe. Par exemple, cet enseignant expert, comment fait-il pour s'assurer de la compréhension et de l'adhésion des élèves? Premièrement, il énonce et justifie le thème de la leçon. Deuxièmement, il énonce le thème de l'exercice en l'articulant avec celui de la leçon précédente, par exemple. Il décrit l'action collective des élèves. Il décrit la disposition des élèves et les modes de regroupement utilisés. Voilà ce qui va permettre de faciliter ce travail. Alors derrière ce discours, ces formes de discours, se cachent des principes. 5 principes. Le premier, c'est le souci de précision et de concision. Il s'agit d'un dilemme entre temps de pratique à préserver d'une part et information claire à donner pour éviter les flottements. Il y a une dualité entre transmettre des savoirs et les faire construire. Cadrer l'action des élèves pour qu'ils puissent agir vite et en même temps avec assez de latitude tout de même. Le deuxième principe sera un souci de compréhension des élèves et de leur adhésion. Par des questions répétées concernant chaque élément constitutif de l'exercice, l'enseignant cherche l'accord point par point. Il y a un dilemme ici entre le monopole de la parole, c'est-à-dire recherche de concision et de clarté, et sa distribution de cette parole. Alors, le troisième principe de cette médiation, derrière ce discours, il y a l'idée de vigilance et de réceptivité au moindre événement. Et là, il y a l'observation de l'état de fraîcheur des élèves, l'interprétation du sens des questions des élèves, les vraies questions ou constatations déguisées. Ici, les élèves sont plus ou moins réceptifs. En principe, en fin de journée, ils sont difficiles à capter. L'exploitation opportuniste des micro-événements sera essentielle dans la conduite de la classe ici. Un quatrième principe important, c'est de parvenir à mettre en continuité les propositions du jour, c'est-à-dire parvenir à les relier aux exercices proposés et au thème de la leçon qui a été annoncé. Lier les propositions avec l'exercice de la semaine précédente. Donc il y aura ici un dilemme entre nouveauté et continuité. Et il faudra jouer fin à ce niveau-là aussi. Cette économie dans le discours aussi passe aussi par un principe important, le souci de construction de connaissances dans l'action chez les élèves. Là, il y a le dilemme qui vient se greffer, c'est entre faire agir et faire apprendre. Donc c'est à travers ces 5 principes où il est question d'être compris, de faire adhérer les élèves et d'organiser, que l'on parviendra à prendre en compte la complexité de l'instant et des lieux. Alors la médiation, on vient de le dire, passe par la prise en compte de l'instant et des lieux pour mettre en activité et entretenir celle-ci. Cela concerne l'ensemble du groupe classe, mais ce groupe est constitué d'individualités. Et il n'est pas aisé d'en cerner les modes de fonctionnement, les motivations. Un auteur tel que Carole Sève, dans la revue nantaise Innov EPS numéro 6 en 2014, produit un article portant sur comment assurer ce suivi des élèves dans un cycle, une séance ou une séquence d'apprentissage. Ce suivi met en tension plusieurs formes de suivi, justement. On va les aborder maintenant pour terminer. Alors, à un premier niveau, le suivi peut être pensé comme un guidage. L'enseignant est ici maître d'œuvre, expert, et conçoit le chemin d'apprentissage. Pour ce faire, grâce à sa connaissance de l'APS en question, il tend à objectiver les comportements types des élèves. C'est l'enseignant qui, sur la base de ses compétences, de ses observations, fait évoluer les dispositifs, c'est-à-dire les tâches et les objets d'apprentissage. Mais ce guidage prescrit, si on veut, peut rapidement perdre l'adhésion si l'enseignant ne le couple pas avec d'autres formes de suivi. Alors complémentairement, le suivi peut être pensé comme un accompagnement.
En aidant les élèves à construire leur propre cheminement d'apprentissage, l'enseignant est capable de proposer et de baliser plusieurs cheminements et itinéraires d'apprentissage. Il va outiller ses élèves de manière à les aider à choisir eux-mêmes leurs propres objets et tâches d'apprentissage. Alors ici, le danger serait que ce choix ne soit conduit que par les envies et les impulsions des élèves. Aussi, l'enseignant devra ici accompagner ce suivi de formes de négociation entre lui et l'élève. Il ne s'agit pas de laisser les élèves avancer seuls au risque de les voir piétiner. Il importe de les suivre et d'essayer de parvenir à comprendre leurs difficultés. Tâche très subtile, leur faire confiance tout en balisant sans prescrire. Et là, l'instant est assez fragile et complexe, et l'enseignant peut s'appuyer sur un troisième type de suivi pour affiner ce type de suivi, d'accompagnement de l'élève. Ainsi, pour prolonger cet accompagnement, Carol Sèvres nous parle d'un suivi pensé comme une enquête. Il est ici question d'entrer dans le monde des élèves. Plus seulement attentif au comportement, l'enseignant tente d'approcher leur monde propre en accédant aux dimensions subjectives de leur activité. On parlera ici de cognition partagée, qui est alors une pratique inactive du métier. La philosophie de l'action située en est bien le soubassement en référence à Francisco Varela dans son ouvrage L'inscription corporelle de l'esprit. Il sera question de faire émerger leurs préoccupations, émotions, focalisation, interprétation aussi, sensation. Tout se jouera dans la subtilité de l'entretien. Ici, l'enseignant va enquêter sur les expériences de l'élève. Mais s'il se sent capable de reconnaître les diverses manières de faire des élèves, chaque instant peut amener son lot de surprises et d'imprévus. Ainsi, son mode de pilotage va passer par un mode venant du dehors à un mode venant du dedans. Dans cette forme de suivi, l'enseignant considère que ce sont les significations construites par les élèves qui constituent la clé du suivi de leurs apprentissages. Enfin, l'accès à ce monde propre dont on a parlé précédemment nécessite une observation empathique. On peut citer Pierre Vermersch en l'occurrence, qui est l'un des pionniers de l'entretien d'explicitation. Dans cette forme d'entretien, l'enseignant essaye d'aider l'élève à mettre en mots ses intentions et expériences vécues. Le jeu subtil consistera à éviter de questionner sur pourquoi l'élève n'a pas fait ceci, ce qui demande un sérieux effort de la part de l'enseignant. Alors pour conclure ce CM, le contexte de la séance de PS est fait de temps d'espace et d'apprentissage. Toute la difficulté est de créer les conditions d'un développement et d'une continuité des apprentissages en vue d'éduquer, face à la complexité des instants et des lieux. Et l'on peut retenir au final qu'il n'y a pas de principe de linéarité et de circularité dans le mode de la conduite de la classe.